Nous vous recevons aujourd'hui pour la dernière conférence du mois du logiciel libre 2012. Cette conférence a pour thème aujourd'hui Framabook, ou le pari du livre libre. Et nous recevons pour cette conférence Alexis Kaufmann, qui est donc le fondateur du site Framasoft, un annuaire de logiciels libres, dont dépend en fait la collection Framabook, qui sont en fait des livres sous licence libre. Et le deuxième intervenant est Benjamin Jean, qui est auteur d'un des Framabook et qui est spécialiste des licences libres. Donc tous les deux vont vous expliquer un petit peu, d'une part, ce qu'est Framasoft, Framabook et les enjeux des licences libres par rapport aux droits d'auteur et à la création. Et je voulais juste vous signaler que la bibliothèque a dans le fonds informatique un certain nombre de ces ouvrages, si par la suite vous souhaitez les emprunter. Ils sont également disponibles sur la source, donc la borne de téléchargement de contenu libre qui se trouve dans le hall. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi. Bonjour, donc je m'appelle Alexis Kaufmann, merci d'être présent parce qu'on a été accueillis sous un magnifique soleil à Limoges, mais j'imagine que ça peut aussi donner quelques envies de promenade dans les parcs, etc. Donc nous, en fait, on va aller du simple au complexe et du général au particulier. Je vais évoquer peut-être rapidement les logiciels libres. Ensuite, qu'est-ce que Framasoft? Il y a de nombreux projets dans Framasoft, dont un des projets phares, qui est notre collection de livres libres. Et dans cette collection de livres libres, en Framabook, eh bien, il y a un volume que Benjamin a bien voulu rédiger et qui concerne les licences libres, tout l'univers des licences libres. Donc voilà. Question traditionnelle, tout d'abord, quels sont ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un logiciel libre? D'accord. Et qui ne connaissent pas Framasoft? Oh, ça me fait plaisir. Et ni qui est Richard. Quels sont ceux qui ne savent pas qui est Richard Stallman, qui est intervenu ici il y a 2 ans? D'accord. Je dis ça parce que tout à l'heure, avant de commencer la conférence, donc ça, il y a un des livres de notre collection qui est consacré à Richard Stallman, qui est un des pères fondateurs du logiciel libre. Et comme l'exemplaire, c'est assez rare d'avoir un exemplaire, l'exemplaire est dédicacé. C'est assez rare d'avoir un exemplaire dédicacé en libre service dans une médiathèque. Donc moi j'ai pris une photo pour l'anecdote. Parce que nous on n'a plus d'exemplaires dédicacés de Richard Stallman. Donc alors le logiciel, je vais quand même rappeler ce que c'est qu'un logiciel libre. Enfin pas forcément, mais en tout cas les 4 libertés qui le définissent et qui sont intéressantes également dans la mesure où elles ne sont pas forcément uniquement, elles ne se rapportent pas forcément uniquement au logiciel libre. Il y a de très 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 nombreuses en ce moment expériences pour justement plonger ces 4 libertés en dehors du logiciel. Ça peut être dans les encyclopédies, dans plein de choses. Tout d'abord, donc les 4 libertés, et ces 4 libertés qui sont, Benjamin précisera pourquoi, ce sont des libertés qui sont données à l'utilisateur. Donc nous sommes sur une définition qui est tournée vers l'utilisateur. Et alors tu diras aussi, ensuite où est l'auteur là-dedans, etc. Bien entendu, mais voilà. Donc vous avez la liberté d'usage. Donc lorsque vous vous retrouvez avec un logiciel ou éventuellement autre chose qui est sous licence libre, vous pouvez l'utiliser sur n'importe quel système où bon vous semble, etc. Vous avez la liberté d'étude, ça c'est intéressant. C'est-à-dire, je peux essayer de... on m'offre la possibilité de comprendre comment un logiciel fonctionne ou un autre produit fonctionne. Ça va pas spécialement de soi. Il y a de nombreux systèmes ou de nombreux produits qui n'offrent pas cette possibilité. Ou alors, on a cette possibilité, mais elle nous est interdite, a priori. Par exemple, je pense... aux iPhones, par exemple, où vous n'avez pas, si vous voulez un peu savoir comment ça fonctionne, et éventuellement pouvoir l'adapter à vos besoins. Je lisais un article il n'y a pas longtemps où, par exemple, la batterie d'iPhone ne fonctionne pas très très bien. On pourrait l'optimiser, elle ne dure pas assez longtemps, et il y a des petits bidouilleurs qui ont
qui, en cassant entre guillemets le verrou qui permet d'étudier l'iPhone, ont réussi, d'abord, on appelle ça jailbreaker dans le milieu autorisé, et qui ont bidouillé de telle sorte que votre iPhone peut tenir beaucoup plus longtemps. Mais ça, c'est interdit. Pourtant, ils l'ont fait parce que ils se désespéraient un peu que la batterie ne dure pas assez longtemps. Bon, alors toujours est-il que vous avez la liberté d'étude, la liberté de modifier. Donc justement, je prenais cet exemple pour la modification, c'est-à-dire l'amélioration, l'adaptation à vos besoins, etc. Et puis, la quatrième liberté, c'est la liberté de copie, la liberté de distribution. Cette liberté-là, elle se dirige vers l'autre. Parce que si c'est pour le distribuer, c'est pour copier, c'est pour le donner à quelqu'un. Et c'est d'ailleurs sur cette liberté-là que s'agrègent justement les... Parce qu'on parle beaucoup de la communauté du logiciel libre ou des communautés du logiciel libre. C'est avec sur cette liberté-là que ça s'agrège. Donc 4 libertés assez simples. Remarquez par exemple que ça ne parle pas d'argent. Alors où se situe le commerce, le gratuit, pas gratuit. Bon, ce sera l'occasion un peu d'en discuter aussi avec Benjamin, je pense. Et puis, ces libertés-là ne s'adressent... Alors, elles ont été justement définies pour la première fois notamment par M. Richard Stallman dans les années 80. Et il l'a fait... C'est pas tant qu'il a créé qu'il a fondé ces 4 libertés qui définissaient le logiciel libre, c'était surtout un mouvement de résistance. C'est-à-dire que Richard Stallman était universitaire au MIT à Boston. Et la tradition universitaire, c'est bien de partager le savoir, de constamment ajouter des théories, etc. Et notamment dans le domaine informatique de l'époque. Et il n'y avait pas du tout... l'informatique de l'époque se partageait comme les mathématiques se partagent encore aujourd'hui, heureusement, à l'université. Or, certains ont voulu fermer le code pour en tirer profit. D'ailleurs, ils ont plutôt bien réussi, hein, comme Bill Gates, Steve Jobs, etc. Mais Stallman, lui, d'un coup, il avait l'habitude, dès que quelque chose fonctionnait, d'avoir la possibilité de comprendre et de réparer le code pour que ça fonctionne. Ben là, il y avait une fin de non-recevoir, tout d'un coup. Pour l'anecdote, c'est parce que tout d'un coup, il ne pouvait plus imprimer quelque chose et que le constructeur de l'imprimante ne lui laissait plus accès au pilote, au driver de l'imprimante, qui s'est dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, faisons en sorte que le code, le logiciel, conserve les libertés d'avant. Et il a créé la licence GPL, qui est une des licences libres les plus connues. Voilà. Donc, 4 libertés. Et moi, c'est vrai que moi, j'ai découvert le logiciel libre. Moi, je suis utilisateur, je ne suis pas développeur, je ne suis pas informaticien. Et il y a 10 ans, quand j'ai découvert ça, donc usage, étude, modification, distribution, je me suis dit, on tient là un écosystème. Avec le numérique qui se développe, ça va être très intéressant dans le monde logiciel, mais ça peut être aussi très intéressant dans d'autres environnements. Notamment, je pense à l'encyclopédie Wikipédia. Je trouve que c'est un exemple intéressant parce que l'encyclopédie Wikipédia d'abord repose sur un logiciel libre qui s'appelle MediaWiki, qui est donc un logiciel de wiki qui permet très facilement de pouvoir non seulement lire, mais surtout écrire sur des pages web. Et Framasoft, c'est un peu né de ça, c'est-à-dire référençant dans le monde francophone tous ces logiciels libres qui sont en plein développement, classons-les, testons-les, offrons un service sur un site aux internautes pour d'abord les faire connaître, faire bien comprendre la différence entre un logiciel gratuit, logiciel libre, etc. Et puis pour inciter les gens à les utiliser. Parce que moi je viens du milieu éducatif, je suis enseignant.
Et je trouvais que là, on tenait quelque chose de tout à fait pertinent pour un usage public en tout cas. Voilà, donc ça c'était il y a 10 ans. Et si je reprends l'exemple de Wikipédia, là, qui repose sur un logiciel libre, si on prend un article Wikipédia, c'est juste pour illustrer les 4 libertés, vous avez évidemment la liberté de lire l'article, liberté d'usage, où que ce soit, a priori. Et puis vous avez la liberté d'étude. Vous cliquez sur historique d'un article, puis vous avez toutes les différentes versions qui s'enchaînent, que vous pouvez consulter. La liberté de modifier, bien entendu, sinon ça ne fonctionnerait pas bien. Vous cliquez sur le bouton modifier, et puis c'est magique, à vous d'enrichir l'article. Et puis, la copie, la distribution, vous pouvez, pourvu que vous respectiez certaines règles, parce que la licence c'est la Creative Commons, peut-être que Benjamin en parlera de manière... Tu l'évoqueras si on veut. Voilà. En tout cas, la licence vous autorise à copier, à distribuer le contenu de l'article. Voilà. Alors pour revenir à Framasoft, qui est donc... dont on a fêté les 10 ans dernièrement. Voilà, c'est un réseau de sites fait par des utilisateurs qui proposent un ensemble de services dont l'objectif c'est de faire connaître et diffuser le logiciel libre au plus large public possible. Donc on a cette espérance d'essayer de toucher un vaste public, même si on n'y arrive pas toujours forcément très bien, si dans le milieu de l'éducation, par exemple, il y a beaucoup à faire encore, etc. On va les passer très très rapidement puisqu'on va se concentrer sur un des projets, sur le projet de livre. Alors au niveau du timing, chère Manuela. Bon. Alors, on a passé l'annuaire, c'est ça ? Donc notre projet phare. Voilà. C'est un annuaire qui référence plus de 1500 logiciels libres, donc qui est assez pratique si vous cherchez tel logiciel qui répond à tel besoin. Qui est accompagné par un forum, histoire que les questions-réponses aient un côté direct, convivial, relationnel, humain, etc. Donc par un forum. Les pages jaunes du logiciel libre, oui. D'accord. On continue dans les projets. Donc une clé USB. Alors cette clé USB c'est intéressant parce que... Alors moi j'ai démarré ça vraiment tout seul, j'ai démarré ça dans le 93 dans un collège à Bobigny. J'avais besoin pour un projet pédagogique qu'on voulait faire avec une collègue de français via des pages web dans la salle informatique du réseau de notre collège. Et puis donc, petit à petit, j'ai amassé quelques petits logiciels que je trouvais pratiques. Je me suis dit, tiens, je vais les partager. Et j'ai commencé par les partager sur le site du collège, quoi. Et puis, je me suis un peu pris au jeu. J'avais l'impression qu'il y avait un espace vide, Internet ayant horreur du vide. Là, il y avait pas vraiment de gens qui me parlaient de logiciels libres de manière plus ou moins pédagogique, entre guillemets. Dans le monde francophone, parce que c'est vrai qu'il y a 10 ans, il y avait l'informatique libre, c'était surtout beaucoup de Linuxiens, entre guillemets, ou de GNU Linuxiens. Un peu une affaire de spécialistes, et puis des développeurs, des collègues informaticiens qui n'avaient pas forcément le temps ni les compétences pour passer beaucoup de temps sur la documentation, ou sur la communication, ou sur l'information autour des logiciels qui produisaient, quoi. Voilà, donc ça s'est fait vraiment, c'était pas du tout un projet, il n'y avait aucune préméditation de quoi que ce soit. D'abord pour cet annuaire, et puis ensuite pour des clés, parce que l'intérêt de la clé, c'est que vous avez sur un tout petit périphérique, un peu comme les bornes, etc. Vous avez un ensemble de logiciels libres, mais qui sont directement exécutables sur la clé. Avec le temps, on a réussi aussi à mettre Linux dessus au démarrage, quoi. Donc du coup, ça faisait connaître Linux au grand public, et ça leur montrait que c'était
tous les progrès effectués, qu'il n'y avait pas fondamentalement de grandes différences, notamment avec Windows. Si mes affirmations sont péremptoires, ensuite on pourra en discuter. Voilà la clé qu'on a fini aussi par vendre. Là aussi, notre expérience, une boutique en ligne, etc. Qui ont été aussi redistribués dans différentes régions. Oui, c'est vrai, voilà. Oui, c'est vrai que cette clé-là, nous, on proposait des briques avec un package où vous aviez plein de logiciels libres sous Windows et puis aussi la distribution Linux. C'est sous licence libre. Nous, d'ailleurs, on a intégré ça, alors que c'est d'autres personnes qui, au départ, c'était des Américains qui ont proposé ces petits logiciels libres sous Windows directement installables. Nous, on l'a francisé, on a fait quelque chose d'un peu joli. D'autres, à leur tour, notamment des institutions, je pense au Conseil, en Ile-de-France. En Ile-de-France, le Conseil général d'Ile-de-France a inondé les lycées. Les lycéens notamment, en leur offrant à chaque lycéen, entrant en seconde, une clé, floquée Île-de-France, etc., qui non seulement offrait un espace aux lycéens, mais également leur permettait de découvrir et d'utiliser des logiciels libres. Donc, et puis il y a eu beaucoup d'autres institutions. Il y a d'ailleurs eu des sociétés qui sont greffées sur ces clés pour professionnaliser un peu, offrir d'autres services et créer entre guillemets, du business sur ce que Framasoft avait plus ou moins mis en place. Tout à fait. Avec parfois de la reconnaissance, parfois un peu moins. Ça arrive. Alors, arrivent les Framabook. Là encore, c'est fortuit, c'est-à-dire que ça n'avait pas été... On proposait sur le site, en parallèle de l'annuaire de logiciels libres, il y a des gens qui commençaient à rédiger des petits tutoriels, des petits modes d'emploi pour s'approprier tel ou tel logiciel. Des petites choses d'une dizaine de pages sur le site. Et puis, en 2006, un de nos collaborateurs, Georges Silva, avait, de manière individuelle, était en train de rédiger un livre avec une maison d'édition qui s'appelle Oreilly, mais Oreilly France. Peut-être que vous connaissez Oreilly, mais à l'époque, il y avait aussi une antenne française qui n'existe plus. Et donc, il avait un projet il était en train d'écrire un livre autour du logiciel client de messagerie Thunderbird de la Mozilla Foundation. Il avait fini en fait, et justement, l'antenne Oreilly France, pour des politiques américaines, etc., ferme. Donc, on se retrouve, le livre qui devait être publié chez Oreilly, au final, non seulement il n'est pas publié, mais Oreilly France ne savait pas trop quoi en faire. Alors, l'auteur a commencé par racheter, pas racheter, mais en tout cas récupérer ses droits, parce qu'il y a toujours des histoires de droits, c'est compliqué, des contrats d'édition, etc. Et une fois qu'il a eu ses droits, comme il travaillait avec toi, il s'est dit, bon, Banco, pourquoi ne pas le publier sous licence libre et essayer d'en faire, comme il avait la qualité, il avait été travaillé avec Oreilly, c'était un 300 pages, un truc sérieux, quoi, un truc solide. Eh bien, essayons de le proposer sous licence libre, et puis essayons aussi d'en vendre des versions papier. Et puis c'est là que le slogan est arrivé. Pourquoi le pari du livre libre? C'est que le pari, c'est en plaçant un livre sous licence libre. Bon, nous, en tant qu'association à but non lucratif, qui faisons la promotion du logiciel libre, ça rentre tout à fait dans ces objectifs. C'est-à-dire, à partir du moment où on va essayer peut-être, à la fin, j'essaierai de voir ou de lister les différences entre éditer quelque chose sous licence libre, éditer un livre sous licence, et puis l'éditer sous une licence plus classique, où on dit copyright classique, enfin, je ne sais pas comment l'appeler. Enfin, tout droit réservé ou certains droits réservés. Bon, là, en termes de diffusion, c'est clair que ça fonctionne très très bien. C'est-à-dire que le premier, là, le Thunderbird, c'est diffusé par voie électronique à des centaines, à des dizaines de milliers d'exemplaires, par des centaines de milliers d'exemplaires. La version intégrale PDF sur Internet, quoi. Mais on a aussi voulu faire en sorte que de vendre des éditions papier, des livres,
pour que l'auteur s'y retrouve, et puis pour montrer que en le diffusant, on le fait connaître. À l'époque, en 2006, il n'y avait pas vraiment les liseuses, donc de toute façon, c'était vraiment... parcourir un bouquin à l'écran, c'était pas forcément très agréable. Imprimer 300 pages, ça vous coûte plus cher que de lâcher le bouquin relié, etc. Et comme il y avait un éditeur qui était aussi un peu engagé dans le livre, qui s'appelle toujours Libro Veritas, donc on a un partenariat avec lui, il nous a offert tout son service d'imprimerie et de distribution. Et on a sorti ce premier livre sur Thunderbird, qui n'est pas présent là, mais entre parenthèses, Thunderbird, qui est un client de messagerie, ça revient un petit peu maintenant, l'intérêt revient pour ce logiciel, parce que comme on s'est un peu tous éparpillés dans les webmails, Gmail, Yahoo Mail, etc., et qu'on voit bien que la question des où vont nos données, comment elles sont utilisées, c'est une question qui prend de plus en plus d'importance. Il y a beaucoup de gens qui décident de rapatrier leur message sur leur ordinateur, et ce genre de client de messagerie est bien utile, quoi. Donc c'est un logiciel qui n'a pas forcément perdu de sa pertinence, même si c'est vrai qu'avec le temps, on s'est mis de plus en plus à utiliser à titre privé, en tout cas, des mails, des boîtes mails sur Internet. Voilà, donc qu'est-ce que ça veut dire? Et puis en plus, nous, on a choisi d'être très... Il y a différentes licences Creative Commons, mais nous, on a choisi d'avoir une licence qui concerne vraiment les 4 libertés que je vous ai citées tout à l'heure pour le logiciel libre, donc qui s'applique pour le livre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, la liberté d'étudier le livre ou de le modifier? Ça veut dire ne pas avoir accès qu'au le format PDF, c'est un bon format d'affichage ou d'impression, mais pas pour la modification. Donc vous aviez aussi ce qu'on appelle les sources du livre, en version intégrale. En l'occurrence, je crois que ça avait été fait avec le traitement de texte OpenOffice, je crois. Donc vous aviez accès sur le site, vous avez toujours accès sur le site d'ailleurs, à des versions dont vous pouvez directement adapter, modifier le texte. Et pour la petite histoire, ce livre, donc en 2006, en 2008, le logiciel a connu une nouvelle version majeure. Il est passé de la 1 à quelque chose à la 2. Et nous, on s'est dit, ce serait peut-être bien de suivre aussi l'évolution du logiciel sur notre bouquin, parce que sinon le bouquin, si vous décidez de faire des bouquins sur les logiciels informatiques, ça devient vite obsolète, parce qu'il faut quand même les suivre. Et l'auteur d'origine, Georges, n'avait plus tellement de temps ou d'énergie ou de motivation, je ne me souviens plus très bien, mais toujours est-il que c'est quelqu'un d'autre qui a pris la suite. C'est un autre auteur qui a pris la suite et qui a rédigé la version de tout ça. C'était autorisé par la licence, quoi. Du moment qu'on respecte bien la paternité de l'original, tout est bien cité, etc., en respectant les termes de la licence qui peuvent être... il y a des nuances. Mais voilà, c'était aussi original. C'est tout d'un coup, un autre auteur est arrivé. Ça permet de mettre à jour, même si l'auteur d'origine, pour X raisons, ne peut ou ne veut pas faire ce travail. Ça, c'était pour le premier livre. Alors ensuite, il y a eu notre best-seller. Je ne sais pas si on a ici un exemplaire du best-seller. Je l'ai vu. Non, on n'a pas de best-seller ici. Vraiment, le livre qui s'est vraiment bien vendu, c'est un livre qui permettait de passer de système d'exploitation Windows à Linux, qui s'appelle simple comme Ubuntu. Parce qu'il est arrivé, parmi les nombreuses distributions Linux, est arrivé une distribution qui était quand même bien orientée grand public, et qui permettait de franchir le saut plus facilement. Ceci étant dit, franchir le saut de ça, passer de Windows, de toutes ses habitudes, etc., à un autre système d'exploitation Linux où ça change, c'est pas si évident. Et dans ces cas-là, pour certains logiciels complexes, accompagné par un livre, ça peut être intéressant pour certaines personnes. Vous pouvez avoir à côté pour feuilleter. Et donc le livre simple comme Ubuntu, comme il est en plus, l'auteur était très très réactif pour suivre. C'est tous les 6 mois l'Ubuntu change en fait. Et donc nous on arrivait, une fois qu'il y avait la nouvelle version d'Ubuntu, une semaine après, nous on proposait. Ça c'est aussi intéressant comme modèle un petit peu original par rapport à l'édition classique, c'est qu'on est vraiment capable de suivre
quasiment en temps réel les nouvelles versions du logiciel. Une semaine après, nous, on proposait, si Ubuntu changeait de version, le livre aussi, quoi. Le livre, et comment, en version numérique, mais aussi en version papier, parce que comme on tire en petite quantité, chez une Libro Veritas pour celui-là, à coût de 50 ou 100 exemplaires, voilà, on est très réactif. Et ce qui était aussi intéressant avec l'ouvrage Ubuntu, c'est que c'était l'un des premiers sur lequel on avait un rôle entre guillemets d'éditeur. Donc on aidait l'auteur à avoir un livre de qualité. Bon, c'était le premier, donc on n'était pas forcément très au point. Le premier opus est sorti avec pas mal d'erreurs de typo, de choses qui auraient été corrigées par un éditeur traditionnel. Mais alors on a plein de contributeurs, plein de personnes qui nous ont envoyé des mails nous disant ben voilà ce qu'il faudrait corriger, ceci, cela, ceci, cela. 2 jours après, la version qui était en vente était la version corrigée de l'ouvrage. Ce qui est intéressant aussi dans cette logique d'ouverture, d'échange, de collaboration. Et aussi, je compte l'évoquer plus tard, mais la manière dont les gens s'adressent à nous pour nous signaler des bugs, des fautes, c'est pas du tout. On n'est pas dans une relation de consommation classique. Parfois, pour d'autres produits, c'est un scandale. Je vous ai acheté ceci, j'ai remarqué que ceci n'était pas bien rédigé. On n'est pas du tout dans ce cas-là. Comme la licence est libre, comme la version numérique est disponible, comme ça s'inscrit quand même, j'ai envie de dire, comme dans une certaine philosophie, entre guillemets, en tout cas dans un mouvement, les gens sont vraiment bienveillants, quoi. Et nous aident à améliorer les ouvrages, quoi. Ça, c'est quelque chose qui est assez caractéristique. Il ne faut pas qu'il y ait non plus trop de fautes. Mais il y a toujours des petites coquilles, ou des conseils, des suggestions à apporter pour les nouvelles versions. S'il faut donner... Alors, pour best-seller, qu'est-ce que ça veut dire, best-seller? Alors, je n'ai pas vraiment les chiffres exacts, mais disons que le Ubuntu, il a dépassé 6000 ou 7000 exemplaires de papier. Et dans l'édition informatique francophone, qui en fait qui reste une niche, hein. Moi, quand je discute avec les éditeurs professionnels comme Erol, parce qu'on a aussi collaboré avec des gros éditeurs, ils vous disent que 2000 exemplaires d'un livre d'informatique, voilà, ils rentrent dans leurs frais, ils sont contents à 2000 exemplaires, quoi. Donc là, avoir dépassé les 6000... Sachant en plus que on n'était pas sur Amazon, on n'était pas à la Fnac, etc. C'est pas si mal. Et en tout, d'ailleurs, tous les Framabook, depuis je sais qu'on a dépassé les 10 000 il y a quelque temps, de 10 000 versions livres, quoi. Voilà, donc on a commencé par faire des bouquins sur notre cœur de cible, sur ce qu'on faisait sur l'ensemble du réseau, c'est-à-dire sur des logiciels particuliers. Ça peut être donc Thunderbird. L'idée de Thunderbird, c'était à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui utilisaient Outlook Express. Donc c'est passé d'Outlook Express à Thunderbird. Pour simple comme Ubuntu, passer de Windows à Linux. On a fait un truc sur OpenOffice, passer de Microsoft Office à OpenOffice. Enfin, il y avait toujours cette idée de migration, d'accompagner les gens à découvrir le logiciel libre et voir à l'utiliser au quotidien. Je pense à LaTeX aussi, qui est très utilisé dans mon universitaire et qui est très très riche comme éditeur de texte, mais qui est assez complexe. Et puis on a bifurqué aussi dans on allait au-delà du logiciel. Ça a commencé avec justement la biographie de Richard Stallman, qui est intéressante parce que on n'a même pas demandé son autorisation à l'auteur pour commencer le travail. C'est-à-dire qu'il y avait un journaliste américain, Sam Williams, qui, il y a quelques années, en 2006 aussi, je crois, avait consacré un livre à Richard Stallman. Il avait un petit peu fouillé sa vie, il l'avait rencontré quelques fois. Et Stallman avait imposé à ce journaliste, il a dit d'accord, je collabore, mais je veux que ton livre soit sous licence libre. Le journaliste qui ne connaissait pas grand-chose au début d'ailleurs, bon, ça a posé quelques problèmes avec l'éditeur du bouquin de départ, mais ça s'est fait. Et donc on s'est retrouvé avec un livre en anglais, consacré à Richard Stallman, rédigé il y a 6-7 ans, sous licence libre. Et
Et moi, je trouvais ça dommage qu'il n'y ait pas de livre consacré à un des personnages, pour moi, les plus importants un des personnages contemporains les plus importants de ce siècle, hein, carrément, je n'ai pas peur de le lire. Et donc, il n'y avait rien en langue française, alors que vous avez moult biographies sur des gens totalement insignifiants. Ça c'est un point de vue personnel. En remarquant que la licence libre, ça veut dire aussi une liberté d'adaptation, donc de traduction. Et comme au sein de l'équipe Framasoft, il y a aussi une petite équipe de traducteurs bénévoles, ben on s'est dit banco, essayons. Alors évidemment, on traduit souvent des articles, traduire un livre, c'est une autre paire de manches, hein, mais essayons un petit peu de voir comment on peut traduire ce bouquin. On a commencé un très très grand nombre. Alors ça pose plein de problèmes de qualité éditoriale. Si chacun traduit des morceaux avec son style, il faut au moins harmoniser au niveau du glossaire, etc. Les mots. Ensuite, c'est compliqué. Hein. Mais donc, moi en tout cas, j'avais mis ça sur un wiki et puis j'avais laissé faire en me disant, on verra bien si les gens sont motivés. Ben et au bout d'un an, la moitié avait été traduite. Mais traduit par petits bouts, justement, avec plein de personnes différentes qui étaient passées sur le wiki. Et donc ça, on appelle ça souvent, on avait travaillé en mode complètement bazar, quoi. C'est-à-dire on avait mis ça sur un wiki et puis qui même me suivre. Au bout d'un an, bon, il y avait donc une bonne moitié qui avait été fait. Je me suis dit bon, bah, on peut pas s'arrêter là. On voyait bien que les participations s'essoufflaient. On a décidé de reprendre le projet, mais en mettant un peu plus. Donc, si je parlais de bazar, il y a une opposition dans le monde du logiciel libre entre le bazar où ça grouille et la cathédrale où il y a une structure, une hiérarchie forte, etc. Donc, on a décidé de mettre un peu de cathédrale dans le bazar, c'est-à-dire de désigner un animateur qui allait suivre les choses. Et cet animateur, Christophe Masuti, s'est dit bon, peut-être qu'on pourrait contacter Stallman pour lui dire que on est en train de traduire sa biographie. Et en le contactant, Stallman a dit oui, mais moi je n'aime pas ce livre, j'en fais pas sa publicité parce qu'il y a des contre-vérités, ça me plaît pas beaucoup ce qu'il y a dedans. Donc je veux bien que vous fassiez ce travail, mais laissez-moi toucher 2-3 petites choses parce que ça me va pas. Bon, alors Christophe qui s'occupe de ça dit d'accord. Et les 2-3 petites choses se sont transformées en quasiment 30% du livre. Enfin, il a pas arrêté de retoucher. Mais comme c'est un scientifique, c'était que du factuel. Hein, quand le journaliste se permettait de le qualifier, de qualifier Stallman je sais pas moi, quelqu'un de un peu radical ou quand il y avait un jugement de valeur, ça il a laissé. Par contre, s'il y avait des choses dans l'histoire entre l'open source, le logiciel GNU, Linux, ça il était imperturbable. Donc il a touché beaucoup de choses. Donc c'était toujours donc on a une œuvre de traduction collective autorisée par la licence. Arrive l'auteur par-dessus qui rajoute des choses. Pas n'importe quel auteur, c'est un des pères fondateurs du logiciel libre. Et donc on s'est dit là c'est quand même quelque chose d'original et on allait voir les éditions Erol qui est un grand éditeur du monde scientifique en fait, universitaire et scientifique, qui ont accepté de sortir le projet avec nous après moult discussions sur la licence. C'était la première fois qu'ils travaillaient avec une licence comme ça complètement libre. C'était en l'occurrence la GFDL, c'est ça? Ouh là, jury très compliqué pour les contrats. Enfin, on y est arrivé. Donc, on est assez fiers de ce bouquin qui est assez original. Et en plus, là où Stallman a remis, là où l'auteur a modifié, ça apparaît très clairement. C'est en grisé, on voit bien c'est intéressant de voir ce qu'il a apporté par rapport à l'édition originale. Voilà. Et puis j'arrive enfin à l'un de nos derniers ouvrages, et non des moindres, parce que qui donc est le livre de Benjamin, qui s'intitule Option libre. Parce qu'en fait, je veux citer les 4 libertés, puis je vous ai dit, bah voilà, c'est ça. Hein, quand un logiciel possède ces 4 libertés, bah c'est un logiciel libre, mais c'est pas aussi simple que ça.
Il y a une multitude de licences libres qui ont leur spécificité, leur histoire, qui correspondent à des besoins particuliers. Il y a des licences libres dites permissives et d'autres qui ne le seraient pas, enfin qui le seraient moins, pardon. C'est intéressant parce que, par exemple, moi, c'est toujours un petit paradoxe, c'est que vous pouvez, donc, dans les 4 libertés, vous avez la liberté de modifier, d'adapter, d'améliorer et de redistribuer. Mais vous pouvez modifier en changeant la licence. Et notamment en modifiant et en fermant. Ça, vous pouvez. Il y a certaines licences qui vous autorisent à faire ça. Et donc, en modifiant, vous avez la liberté soit de continuer, soit de reprendre la licence d'origine ou de continuer à en faire un logiciel libre, soit carrément de le fermer. Donc, vous avez la liberté de fermer. Il y en a d'autres, par contre, qui vous imposent de ne pas fermer, qui vous imposent que toute modification restera libre. Mais donc, il y a quelque chose. Donc, soit on vous impose la liberté, soit vous avez la liberté de fermer, quoi. Donc, il y a des nuances dans cet univers des licences libres. Et nous, sur nos forums ou un peu partout dans les commentaires, en rencontrant les gens, vous voyez que les gens posaient plein de questions. Les Creative Commons avec les différentes clauses, pourquoi, qu'est-ce que j'ai le droit de faire, pas faire. Dans le monde open source aussi, les gens ne savaient plus trop quelle licence adopter, donc ça correspondait à un vrai besoin. Benjamin, qui est vraiment un spécialiste de tout ça, qui se passionne pour tout l'aspect juridique autour du monde du libre. Bon, ça fait plusieurs années que je travaillais au corps pour qu'il nous sorte ce livre qui correspondait à une attente, en fait. Et voilà, il est enfin sorti. Et je vais lui laisser la parole pour qu'il vous le présente plus en détail. Tu veux pas enchaîner sur les autres projets avant? Peut-être qu'il y en reste, je crois. Je le ferai après, si il reste du temps. Ouais. D'accord. Là, c'était fluide, là. Ok, ouais, excuse-moi. Donc, bonjour, enchanté. Oui, donc je crois que c'était en 2006 ou 2007 qu'Alexis je suis aussi adhérent de l'association Framasoft, membre du conseil d'administration, donc je fais partie de cet écosystème. Et en discutant, il me disait, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait mettre en place, sur lequel il faudrait travailler. Un livre qui essaierait de concentrer un peu toutes les connaissances ou toutes les réflexions relatives à l'usage des licences libres. Sachant que j'ai moi-même rejoint Framasoft à l'origine parce que sur les forums qu'on a vu tout à l'heure, la Framagora, qui est un peu le lieu où beaucoup de développeurs, beaucoup de gens sur Internet se rejoignent, il y avait de plus en plus de questions juridiques et des questions qui m'intéressaient parce que je suis de formation juriste, de le cursus juridique classique. Donc moi j'ai essayé d'y apporter des réponses, mais on s'aperçoit que forcément les gens n'ont pas toujours connaissance des réponses qui ont été apportées à d'autres et on se retrouve à se répéter sans arrêt. Donc j'avais participé à la création d'une association qui s'appelait Veni Vidi Libri, diffuseur de licences libres. Le but c'était sur un site internet de mutualiser toutes ces connaissances et d'aider les développeurs ou les créateurs à utiliser les licences libres. C'était vraiment l'objectif de notre réunion, de cette association. Veni Vidi Libri qui était hébergé sur Framasoft et qui en fait était un peu une association sœur ou cousine de Framasoft. Donc voilà, cette discussion avec Alexis il y a de longues années, je m'étais dit ça va être pas trop dur parce qu'en fait j'avais déjà écrit beaucoup de choses sur le sujet. En fait j'ai passé 4 ans je crois sans que ça avance plus que ça. J'avais des idées, il y avait d'autres écrits qui se rajoutaient mais toujours de façon dispersée. Et l'ouvrage, il a vraiment le mérite. En tout cas, j'ai travaillé 1 an, cette dernière année dessus, pour essayer de concentrer et surtout d'harmoniser, d'en faire un vrai livre et pas agréger les contenus que j'avais pu écrire à droite à gauche. Et donc voilà, ça a donné ça. J'en suis assez content. Et je suis d'autant plus content que ce soit fait dans le cadre de la collection Framabook, qui a été évoquée, même décrite par Alexis, parce qu'on rentre dans cette logique de collaboration, de possibilité d'évoluer. Je fais un livre sur les licences libres, bon, je vais aller plus après sur le sujet, mais c'est quelque chose qui est en pleine construction. Ayant travaillé des heures et des heures dessus, je ne suis pas capable de dire dans 1 an quelles sont les pratiques, par exemple, autour des licences.
J'ai une vision, mais je suis sûr que d'autres personnes écriront d'autres licences, trouveront d'autres façons de créer du business autour du logiciel libre. Donc je m'interroge et j'essaye de mettre ces réflexions là-dedans. Dans un an, ça sera différent, mais j'essaierai de mettre à jour l'ouvrage justement pour s'adapter, pour suivre les évolutions. Après, je reviendrai. J'avais fait ce schéma. Il y a 2 jours, j'intervenais à Brest sur l'édition numérique. Et en fait, ce qui était assez intéressant dans le cadre de la collection Framabook, c'est c'est une association qui aide des auteurs à créer du contenu. Et en termes de droits d'auteur, on a plein de... Par exemple, donc Richard Stallman, je ne sais pas si on voit ma souris, ouais, voilà. Richard Stallman, à l'origine, comme le disait Alexis, c'est un auteur qui est écrit en langue anglaise et qu'ensuite on traduit et on rajoute à notre auteur. Nous-mêmes, quand je dis nous, c'est une association, mais en fait, les contributeurs, c'est les bénévoles. Donc imaginons qu'il y ait 20 personnes qui traduisent l'ouvrage d'un ouvrage qui a été écrit par une personne et une dernière personne qui, elle-même, rajoute ses contributions, sachant qu'il y a certaines personnes qui ont géré, animé, dirigé, par exemple, la traduction. On se retrouve avec plein de titulaires de droits. Plein de personnes qui ont des droits d'auteur. Dans un contexte traditionnel, c'est très dur à gérer. En tout cas, ça serait des contrats de 30 pages probablement qui seraient enverrés à chaque auteur. Là, nous, on a réussi à le faire de façon assez simple parce qu'à l'origine, il y avait une licence qui avait été choisie, la GNU FDL, et qui permettait en fait ce type de construction. Un monde sans copyright, pareil, c'est un ouvrage qui est, à l'origine est en anglais, qu'on a traduit. On a fait un gros effort de traduction, mais aussi de compréhension, parce qu'en fait, notre langage, les notions qui étaient les siennes, n'étaient pas forcément les mêmes en France. Pour nous, tout ce qui est domaine public, tout ce qui est... je ne sais plus les termes exacts, mais on s'est retrouvé en cours de traduction à se dire, mais non, en fait, quand il utilise ce mot-là dans tel contexte, il veut dire ça. En tout cas, pour nous, ça veut dire ça. Dans tel contexte, ça veut dire ça. Donc, on a eu un gros travail aussi de contextualisation. D'autres exemples, bon, ça c'est une traduction aussi, ça non, ça c'est un ouvrage qui a été fait en partenariat avec OpenOffice, je crois, avec l'association OpenOffice. Ça aussi c'est un bon exemple. Le copyleft, on ne le voit pas, mais appliqué à la création hors logiciel. En fait, c'est Antoine Moreau qui est intervenu donc, récemment dans ces mêmes lieux, qui a publié sa thèse. Dernièrement, il a soutenu, publié sa thèse. Donc c'est un énorme opus, pas forcément simple à digérer comme ça. Depuis le début, on voulait le publier dans la collection Framabook, et on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire sans réduire, en fait, sans en faire un livre peut-être de 300 pages, 200 pages, mais quelque chose qui soit, entre guillemets, plus grand public. Ce travail, lui, il n'a pas envie de le faire, parce que d'une part, ça demanderait beaucoup de temps, et d'autre part, il croit vraiment à cette possibilité pour d'autres personnes de contribuer à leur tour sur ce que lui-même a fait. Le projet autour de ce livre, c'était de mettre les sources à disposition, et c'est dommage que je n'ai pas fait une capture d'écran, mais en gros, inciter les personnes à contribuer en disant « voilà la thèse, voilà les sources, prenez, découpez, créez autour de ça, et au final, on en fera un livre. » C'est un projet qui est en cours, qui n'est pas du tout terminé. Donc ça, c'est assez intéressant. D'autres remarques aussi juridiques, toujours pour comparer avec l'édition traditionnelle. Là, donc Framabook, géré par l'association Framasoft, on a un coordinateur qui est Christophe Masuti. Inebro Veritas, c'est un imprimeur qui joue aussi le rôle d'éditeur. On a travaillé avec lui de façon non exclusive. On ne s'est jamais engagé à ne travailler qu'avec lui. Bon, au bout d'un moment, il s'est trouvé que ça n'allait plus. Bon, pour des raisons qui n'est pas nécessaire d'évoquer, mais on a décidé de partir. On n'avait aucune exclusivité. Et il se retrouve que maintenant, tous les livres qui étaient là, ils sont ici. Donc on est allé chez un autre. Mais toujours pareil, parce qu'on est dans un contexte de non-exclusivité. On s'empêche, on est libre. Alors, on verra qu'il y a des contraintes, mais ça permet beaucoup plus de choses. Par contre, Inebro Veritas peut toujours imprimer et vendre nos livres. Ouais. Même si, entre guillemets, ça se passe moins bien avec lui en termes de partenariat. Ce qu'il a fait pour quelques-uns des... Voilà. Par exemple, je crois que c'est Un monde sans copyright. Un monde sans copyright a été publié donc, sur Altramenta directement. Non, je ne suis pas sûr. Non, sur Lulu. Sur Lulu. Voilà, il a été publié sur Lulu parce qu'en ce moment-là, on était un peu en froid avec Inebro Veritas. Lui-même l'a republié sur son propre site et en proposant l'impression à la demande. Ok. On a travaillé aussi avec Erol, pareil.
sur un opus, ce qui ne nous empêchait pas nous-mêmes de mettre la version PDF, par exemple, en ligne sur notre site, et ce qui aurait pu permettre à, imaginons une Livre Veritas, mais à toute autre personne, de publier, d'imprimer le même ouvrage. La licence le permettait. La licence le permettait, mais ça a été vraiment des discussions longues avec Erol en disant d'accord pour le PDF, mais attendez 3 mois après la sortie du livre, etc. Bon, ils ont des logiques commerciales, mais ils ont pensé que le fait que la version intégrale numérique soit en ligne, ils pensaient que ça allait impacter négativement les ventes, alors que nous, on leur disait non, ça va se diffuser, ça va se répandre, de plus en plus de gens vont le connaître. Mais après, on n'a pas vraiment de chiffres pour étayer une thèse ou l'autre. Hein. Mais nous, en tout cas, mais je pense que ça, en tout cas, ça a contribué à le faire connaître. Il y a eu beaucoup de... Il y a eu aussi des papiers dans la presse, etc. D'autant qu'on a l'avantage, mais aussi parce qu'on est association, si ce n'est qu'on a maintenant, en tout cas, on aura très prochainement 2 salariés. Donc c'est une association avec une logique quand même entre guillemets, de petite entreprise. Mais on a l'avantage de ne pas rechercher le profit. C'est-à-dire qu'effectivement, Erol, ses seuls critères, c'est est-ce que j'aurais pu plus gagner? Si oui, dans ce cas-là, je ne le referai plus. C'est un peu l'idée. Nous, qu'est-ce qu'on recherche? On a réussi à avoir une plus grande diffusion parce qu'on a bénéficié des canaux de distribution d'Erol. Et par ailleurs, on a eu une grande diffusion numérique aussi. Donc pour nous, c'était tout bénef. Ceci dit, dans le pari, il y a aussi le pari qui est un modèle économique et que les auteurs qui passent énormément de temps s'y retrouvent. Alors, quand on discute avec Erol ou d'autres, la principale motivation d'un auteur qui va écrire quelque chose qui a d'assez spécifique lié à l'informatique, aux nouvelles technologies, c'est pas l'argent, parce que vous allez passer beaucoup plus de temps parce que si vous vendez à 2000 exemplaires et que les contrats sont à, je sais pas, 8%, bon, c'est pas énormément d'argent par rapport à un an de travail pour un livre. Mais on veut quand même montrer que les livres papier se vendent, quoi. Mais en tout cas, du coup, avec ce modèle-là, il y a des gens qui ont acheté, alors que ils pouvaient le lire en ligne, et puis en plus, les liseuses sont de plus en plus de qualité à chaque fois supérieure, donc on pourrait se contenter de la version numérique sur une tablette, etc. On a des achats, on a pas mal d'achats de soutien, en fait. Alors évidemment, on a des achats des gens qui disent oui, c'est quand même plus pratique l'objet livre, je l'ai à côté de l'ordi, etc. C'est un bon cadeau aussi. Voilà, mais je soutiens votre initiative, je soutiens le fait que ce soit à disposition de tous, que ce soit mis dans le... Et donc, plutôt que faire un don, en fait, j'achète le livre. Et puis, vous avez aussi des achats pour l'offrir, parce qu'il y a quand même des idées derrière où il y a des incitations à essayer un logiciel libre, à passer d'un logiciel propriétaire. Hein. Donc, il y a aussi des achats cadeaux, entre guillemets. Ouais. Et... donc voilà, j'ai parlé d'Inlibro Veritas, d'Erol, d'Altramenta. Actuellement, on est en train de tester autre chose, c'est-à-dire que par exemple, cet ouvrage, Option Libre, il est donc sur notre site en vente libre, qui est un site sur lequel alors pas seulement Framasoft, mais par exemple des associations comme l'April, la Mouette, Framasoft, je ne sais pas s'il y en a d'autres, vendent un petit peu tous les produits qui sont issus des activités créées dans le cadre de l'association. Donc on peut le trouver sur le site en vente libre, mais on voulait aussi bénéficier de distribution plus large, ce qui nous a amené à déposer sur Lulu dans le cadre de partenariat que la société a avec Amazon. Donc on verra ce que ça donnera, mais par exemple cet ouvrage est en vente sur en vente libre. D'abord, il est téléchargeable sur le site de Framabook, donc en PDF, on peut y accéder en HTML, on va avoir la version EPUB aussi, on peut avoir les sources, donc ça c'est la base. De cette page, on a accès en vente libre, sur lequel on peut l'acheter. Et ensuite, il est aussi disponible avec un autre ISBN. Donc c'est une autre version du même ouvrage sur Lulu. Donc il est un peu plus cher, mais c'est parce qu'en fait, on gagne beaucoup moins d'argent lorsqu'on essaye de rentrer dans les canaux de distribution classiques. Lulu qui, lui, permet ensuite de le diffuser via Amazon. Donc nous, notre volonté, c'était de bénéficier d'un public plus large, en fait, en utilisant les réseaux de l'édition à l'ère du numérique, entre guillemets, sachant que voilà, en ce moment il y a vraiment un clivage, même si tout le monde est en train de réfléchir à une nouvelle économie du numérique pour le livre. Là pour l'instant il y a l'édition classique avec les gros qui raflent tout, et dans le monde du numérique c'est un peu la même chose, mais là plus avec des sociétés, des distributeurs comme Amazon qui raflent énormément.
Voilà sur ces aspects. Je ne sais pas si j'avais d'autres choses à dire, ça revient. Non, mais parallèlement, donc Lulu nous amène chez Amazon, mais parallèlement, on développe des relations de proximité aussi avec les libraires directement. Oui. On ne va pas passer par des espèces de regroupements. C'est directement un libraire qui nous contacte, comment je peux faire, et on cherche à lui trouver une réponse, et éventuellement à le rencontrer. On est attaché aussi à cet aspect rencontre et cet aspect local. Et puis on est attaché aussi à ce que les librairies disparaissent pas toutes les unes après les autres. Oui. Et d'ailleurs, pour en revenir aussi, je parlais des rôles tout à l'heure. Je disais qu'ils n'avaient pas forcément envie de reconduire la même initiative. Ça s'est vérifié sur mon bouquin, dans le sens où je vais probablement bientôt écrire un ouvrage avec Erol, qui à l'origine devait être celui-ci, mais c'était pas possible de le faire sous licence libre. En tout cas, la collaboration a été très difficile. Donc le pari a été pris de passer directement dans la collection Framabook, en tout cas de le faire sans Erol, mais de façon beaucoup plus libre et conforme à ce qu'on attendait. Et tu peux peut-être expliquer pourquoi il y a 3 licences sur ton livre, ou tu comptais le faire plus tard? Ça, j'y reviendrai après. Ouais. D'accord. C'est C'est amusant. Ouais, mais ça, c'est un peu. Pardon? Ouais. J'ai pas entendu. Ah non. Oui, j'y reviendrai. C'est un peu des jeux de juristes. Mais effectivement, il y a 3 licences. Il est à la fois sous Creative Commons by ISA, sous licence art libre et sous GNU FDL. C'est juste parce que c'est encore plus libre.